Chers amis internautes, bonjour, soyez les bienvenus sur ce nouveau numéro de votre émission BL Santé, cet instant réservé à vous donner des conseils et astuces pour votre bien-être. Alors, l'intimité de la gente féminine, c'est le sujet de notre discussion du jour. Le corps de la femme est en perpétuel changement. Elle se transforme dès son plus jeune âge et avec le temps, elle s'adapte. Néanmoins, il faut en prendre soin pour bien en jouir. Cela m'amène à vous dire qu'aujourd'hui, nous parlerons de la toilette intime chez la femme. Et pour en parler, nous avons invité pour vous un professionnel de la médecine chargé de l'étude de l'organisme de la femme, de son appareil génital, tant sur le point pathologique que physiologique. En un mot, nous avons invité pour vous une gynécologue obstétricienne. Elle, c'est Madame Vanessa Ressou. Docteur, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'était avec plaisir. D'accord. Tout au long de cette émission, nous parlerons de la toilette intime chez la femme. Nous allons partir de son importance tout en passant par comment le faire pour aboutir à vos conseils de spécialistes. Sans plus tarder, je m'en vais vous demander ce qu'on appelle intimité chez la femme. L'intimité chez la femme, du point de vue médical, c'est tout ce qui a rapport avec l'organe génital de la femme, notamment les organes externes, donc les organes au niveau de la vulve et le vagin associé. Donc c'est tout ce qui a rapport avec la propreté, l'entretien de la vulve et du vagin. Alors, quelle est l'importance de la toilette intime? Et l'importance, c'est comme se laver le corps. C'est pour rendre l'organisme propre, c'est pour maintenir une certaine propreté afin d'éviter les infections dues à des bactéries. Alors, docteur, dites-nous, qu'appelle-t-on toilette intime chez la femme? La toilette intime, c'est le fait de nettoyer les organes génitaux externes, notamment la vulve et le vagin accessoirement. La vulve est plus importante parce que le vagin, c'est un organe qui s'auto-nettoie tout seul. Donc, il n'a pas besoin d'une hygiène particulière, à moins qu'il y ait certaines données médicales qui vous obligent à utiliser certains médicaments pour pouvoir nettoyer le vagin. Sinon, sur le plan naturel, lorsqu'il n'y a aucun problème, pour la toilette intime, c'est juste la vulve qui est concernée. On appelle la vulve tout ce qui est à l'extérieur, en partant des grandes lèvres, des petites lèvres, du clitoris, du méa urétral, c'est-à-dire l'orifice par lequel l'urine sort, et de l'entrée du vagin. On peut aussi poursuivre au niveau du périnée. Le périnée, c'est cette zone qui sépare le vagin de l'anus. Et enfin, terminer la toilette par l'anus, tout simplement. D'accord. Vous avez dit comment on peut faire cette toilette, les différentes parties à laver lors de cette toilette intime. Mais très souvent, on parle du pH. Oui. Quelle est l'importance de ce pH et comment faire pour ne pas le détériorer vu qu'il fait partie des éléments qui maintiennent la flore vaginale? Le pH, c'est ça qu'on appelle le potentiel hydrogène. Donc, c'est une unité qui permet de mesurer l'acidité d'un milieu ou d'une substance ou de quelque chose. Donc, on parle du pH du vagin pour mesurer en fait l'acidité du vagin. Il faut dire que le vagin a un pH acide. Un pH acide parce qu'au niveau du vagin, il y a la production d'un acide qu'on appelle l'acide lactique qui est dû en fait à la muqueuse, aux cellules au niveau de la muqueuse du vagin qui produisent cet acide lactique qui rend le pH du vagin acide. Donc c'est naturel pour le vagin d'être acide. En plus de cela, il y a d'autres bactéries qui sont normales pour le vagin. Des bacilles dont je ne vais pas appeler le nom scientifique, et c'est l'ensemble de cette acidité et de ces bactéries-là qui forment un écosystème normal pour le vagin. Donc, il est important de respecter ce pH acide du vagin pour ne pas déséquilibrer tout ce qu'il y a là. Parce que dès que le pH ne sera plus acide, il va tendre vers un pH neutre ou basique. Les bactéries qui s'y sentent à l'aise ne seront plus à l'aise et ça sera la porte ouverte pour d'autres bactéries pour pouvoir agresser le vagin et créer des infections. Donc, pour respecter l'acidité du vagin, il vaut mieux juste utiliser de l'eau, mais de l'eau propre évidemment, de l'eau du robinet ou si c'est de l'eau de puits, essayez de mettre quelques gouttes de javel là-dedans et de laisser reposer l'eau pour pouvoir éliminer les microbes potentiels avant d'utiliser cette eau-là pour pouvoir faire la toilette intime avec. Et pour ceux qui sont dans les villages et qui n'ont pas accès à l'eau propre, ils font comment?
Habituellement, lorsqu'elles prennent de l'eau, elles arrivent à filtrer, je crois, avec des draps propres pour déjà enlever tout ce qui est terre, tout ce qui est voilà, solide. Ensuite, elles peuvent laisser reposer et les petits dépôts qui restent font se mettre au fond de la bassine. Et si elles ont un peu de bicarbonate ou même ce qu'on appelle permanganate, juste un peu ou aquatab, en tout cas, il y a des molécules quand même qui sont même dans les zones reculées pour essayer de nettoyer un peu l'eau. Et on laisse reposer. Avec ça, on pourra faire la toilette intime. Très beau conseil, Amina. C'est vrai, mais dans les villages, très souvent, ce que vous avez dit, pour une Oui. fille qui va à l'école, elle va chercher son eau marigot, c'est pas très sûr qu'elle Sûr attende qu'elle le pour fasse. que... D'où l'importance des sensibilisations qui doivent être faites dans les zones reculées par les agents de santé, notamment pour leur expliquer que même si on n'a pas l'eau de robinet et qu'on utilise l'eau du marigot, il y a quand même des traitements qu'on puisse faire. Et cette éducation, ça ne doit pas être seulement aux femmes, au foyer, mais les petites filles, puisque c'est elles, on envoie au marigot chercher de l'eau le plus souvent. Donc c'est de là on doit commencer la sensibilisation. D'accord, mais très souvent, pour faire la toilette, il y a Oui, des femmes qui préfèrent, à part le fait d'avoir lavé toute la partie extérieure, dont oui, vous avez cité, oui. mettre le doigt. Toi, voilà. C'est C'est conseillé ou non, déconseillé? c'est formellement interdit. C'est même pas déconseillé. Je le dis bien que c'est interdit de mettre le doigt dans le vagin. Pourquoi? Tout à l'heure, j'expliquais qu'il y a un pH au niveau du vagin qu'il faut respecter et qu'il y a des bactéries qui sont bien pour le vagin. C'est prévu comme ça. Au niveau des doigts, au niveau des doigts, il y a des ongles. D'accord? Et nous, ce qu'on est, nous les femmes, on aime bien faire une manicure, mettre les ongles, voilà. Donc, est-ce qu'il y a un entretien par rapport à ces ongles-là? Pas vraiment. Même s'il y en a rigoureusement, il y a toujours de petits microbes qui se greffent sous les ongles. Donc le fait de mettre le doigt, c'est aller déposer tout simplement ces microbes qui ne sont pas faits pour être dans le vagin. Donc le vagin va réagir et il y aura une infection. Non seulement ça, ces mêmes ongles peuvent créer des micro-lésions au niveau des parois du vagin, donc fragiliser le vagin et vous créer aussi d'autres infections. Donc, que ça soit pendant la toilette intime et même pendant les préliminaires, moi, je le conseille pas trop, à moins que monsieur veut bien laver correctement ses mains avant l'acte et juste après l'acte, vous faites votre toilette intime, si c'est vraiment nécessaire pour la femme d'arriver à un certain plaisir. Sinon, c'est formellement interdit de mettre le doigt dans le vagin. D'accord. Alors, on va vous demander, est-ce qu'il y a peut-être certains produits, Oui. d'accord, qui peuvent aider toujours à maintenir le pH, mais aider à nettoyer également le bas? Voilà. Il y a des produits qui sont vendus aujourd'hui, on appelle les gels intimes en pharmacie, pour essayer de nettoyer en fait la partie intime de la femme. C'est un peu comme les savons qu'on achète en pharmacie. Mais attention, c'est pas tous les gels qui sont conseillés chez la femme. Il y a différents types de gels. Il y a des gels qui ont des pH acides, il y en a qui sont à pH neutre, il y en a qui sont à pH basique. Ça dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Par exemple, nous, en consultation, si on reçoit une femme qui a un certain type d'infection, on va lui dire achetez ce gel-là parce que c'est ça qui va aider à tuer le microbe et à rétablir votre pH. Mais il y en a d'autres qui ont à peu près le même pH que le vagin. Donc, vous pouvez l'utiliser au quotidien sans aucune conséquence. Donc, la question à poser quand on va en pharmacie acheter ces gels, c'est de demander au pharmacien c'est quel type de gel. Est-ce que c'est bon pour l'usage quotidien ou si c'est juste pour traiter une infection. Là, il va vous orienter. Et si vous voulez encore être plus rassuré, c'est de demander l'avis de votre gynécologue ou d'une sage-femme même, puisqu'elles sont aguerries aussi à le faire, pour demander si je peux utiliser ce gel-là de façon quotidienne. Mais à part l'utilisation de ces gènes, tous les autres produits sont déconseillés. Aujourd'hui, on a une tendance où on a les jeunes filles qui achètent des perles, des cristaux, des substances, plein de choses à mettre dans le vagin. Rien ne doit être mis dans le vagin, à part les ovules qu'on vous prescrit en consultation quand vous avez un problème. Mais sinon, si vous Les n'avez... ovules, là, servent à quoi Voilà. généralement? Il y a plusieurs types d'ovules. Il y a des ovules antiseptiques pour nettoyer le vagin, pour le rendre propre, pour désinfecter. Il y a des ovules qui contiennent des antibiotiques.
Là, on sait qu'il y a une infection, une bactérie, dont l'antibiotique va venir tuer ce microbe-là. Il y a aussi des ovules qu'on donne aux femmes âgées, surtout celles qui sont ménopausées ou périménopausées, pour faciliter la lubrification du vagin, parce qu'il y a une atrophie vaginale à la ménopause. Donc, les ovules, ça dépend des objectifs. Donc, c'est les seules choses qu'on peut mettre dans le vagin sous prescription médicale. Sinon, de façon naturelle, au quotidien, rien ne doit être mis dans le vagin. Ok, donc il faudrait juste mettre les ovules dans le vagin et surtout sur prescription Prescription médicale, très bien. Voilà, parlons maintenant, il y a des jeunes filles qui disent qu'il y a des produits qu'il faut utiliser, bon, mis à part pour nettoyer le vagin, mais également lui donner une bonne senteur. Est-ce qu'il y a des produits du genre? Le vagin n'a pas besoin d'avoir une bonne senteur. Le vagin a son odeur caractéristique. Il n'y a pas un vagin qui n'a pas d'odeur. Ça n'existe pas. Chaque femme a une odeur particulière au niveau du vagin. C'est un peu comme l'odeur corporelle. Chaque être humain a sa propre odeur. C'est comme ça que les chiens arrivent à pister les criminels. C'est parce que nous tous, chacun d'entre nous, nous avons une odeur que les animaux détectent beaucoup plus rapidement que nous. Le plus important, c'est que cette odeur ne soit pas nauséabonde, ne soit pas mauvaise. Donc, c'est lorsque vous ressentez que l'odeur que dégage ma partie intime n'est pas très agréable, là, le mieux, c'est de consulter. Mais utiliser des gels, des parfums ou n'importe quelle substance pour aromatiser le vagin, c'est dangereux parce que c'est des substances chimiques qui vont encore agresser le pH du vagin et qui vont plutôt vous donner des infections. Donc, il faudrait rien utiliser. Rien utiliser pour parfumer le vagin. Une hygiène intime, une bonne hygiène intime, ça maintient une odeur agréable au niveau du vagin, votre odeur normale et pas besoin de parfumer à la fraise ou à la menthe. Ça ne sert à rien. D'accord, ne pas parfumer ni à la fraise ni à la menthe. Ni à aucune autre senteur. D'accord. Nous allons venir maintenant à la menstruation de la femme. Oui. Pendant cette période menstruelle, quel type de serviette est conseillé pour la femme? Voilà. Actuellement, nous avons les serviettes dites naturelles qui sont faites avec des pailles et nous avons les serviettes vendues dans les supermarchés industriels. Le plus souvent, on conseille à la femme de prendre ce avec quoi elle est le plus à l'aise. Les deux ne sont pas, c'est pas interdit du point de vue médical, non. Elle peut utiliser les deux. C'est une question de confort et de choix de la femme. Mais par contre, avec ce choix-là, il y a des règles d'hygiène qu'il faut suivre pour ne pas encore plus se créer des problèmes. Que ça soit, surtout les serviettes jetables là, elles doivent être changées plusieurs fois par jour. Ce n'est pas d'attendre pour dire, bon, elle n'est pas trop remplie ma couche, je peux la garder de 8h jusqu'au soir, quand je vais rentrer, non, c'est dangereux. On dit en moyenne, pour changer les serviettes jetables, c'est en moyenne toutes les 4 à 6 heures. Minimum 4 heures, maximum 6 heures de temps, il faut la changer. Qu'elle soit remplie ou pas du tout remplie, il faut la changer pour pouvoir nettoyer et éliminer les microbes. Le sang, c'est un milieu de culture. Le sang, c'est un milieu où les microbes aiment bien y rester pour pouvoir proliférer. Étant donné que c'est du sang, beaucoup plus les règles, qui sont stockées dans un milieu là, les microbes auront plus de temps de se développer. Et au bout de 6 heures de temps, ces microbes-là peuvent devenir pathogènes et vous réinfecter encore dans le vagin, vous donner une infection. Donc, c'est de changer ces sous-vêtements, ces serviettes jetables. Maintenant, si c'est les serviettes en tissu, il faut voir le tissu qu'on utilise. Il faut préférer les tissus en coton pour toujours aérer la partie intime. Et là, c'est plus compliqué. Il faudrait aussi en avoir plusieurs pour pouvoir changer à la même fréquence. Les 4 heures ou 6 heures. Oui, les 4 heures ou 6 heures. Et il faut les laver, mais très bien les laver. Avec quoi? On peut les laver avec du savon, juste du savon et de l'eau propre. Dès que c'est propre, les assécher. Le but, c'est de le mettre au soleil pour que les rayons du soleil puissent taper. Parce que les rayons du soleil arrivent à détruire un maximum de microbes et surtout les champignons. Et c'est les champignons qui sont responsables des infections fréquentes chez la femme. Ok, pour ceux qui ne peuvent pas, peut-être sont en location, ne peuvent pas mettre sous soleil, on leur conseille de repasser avec du fer à repasser. Dès que le linge est sec, elle peut repasser avec un fer à repasser juste pour que le linge là puisse être en contact avec quelque chose de très chaud. Ok. Et à défaut de fer à repasser. Si on y mettait de l'eau de javel lors du lavage.
Bon, ça revient au même. L'eau de Javel sur place, lui, va tuer les microbes, mais les champignons, en fait, eux, ils aiment la chaleur et l'humidité. Ok. Donc, si ce n'est pas exposé à quelque chose de chaud, ça ne va pas régler le problème des Et pour celles champignons. qui, juste après avoir lavé, bon, veut vite sécher ça et puis utiliser le fer à repasser pour vite sécher, est-ce qu'il y a des conséquences? C'est pas très hygiénique. C'est pas du tout hygiénique de Ok. faire ça. Alors, dans cette période de menstruation, Mm, comment la mm. femme peut-elle faire sa toilette? Elle fait ça de la même façon qu'elle le fait si elle n'est pas en règle. Surtout ne pas envoyer le doigt parce qu'il y a une idée où on se dit, ah, les règles, c'est quelque chose qui sort, ça va rester coincé dans le vagin, il faut envoyer le doigt pour tout enlever. Non, non, c'est faux. Ça finira par sortir parce que tout ce qui est dans le vagin finit toujours par sortir. Donc ça finira par sortir et ça ne reste pas coincé dans le vagin pour donner une mauvaise odeur, pour donner une infection. S'il y a une mauvaise odeur, c'est parce que sûrement elle a gardé la protection trop Trop longtemps longtemps. et ça a eu le temps de, voilà, de se Et mélanger, vous de savez donner qu'il y a plein certaines d'odeurs. règles qui ont naturellement une mauvaise odeur. Non, ça, c'est pas normal. Les règles n'ont pas une mauvaise odeur. Les règles ont l'odeur du sang, l'odeur de caractéristique du vagin que surtout les gynécologues reconnaissent très bien. Mais ça n'a pas naturellement une mauvaise odeur. Donc, Si au c'est une cas mauvaise où odeur, c'est qu'il y a un un problème. Il faut problème, qu'elle aille consulter pour connaître le problème. Sinon, les règles ont une odeur caractéristique de menstruation, mais ça n'a pas une mauvaise odeur. d'accord. Oui. Alors, dans cette période, que ce soit en période menstruelle, mais que ce soit Oui. en période normale, Oui. quel type de dessous pourrons-nous porter? Il est conseillé d'utiliser les sous-vêtements en coton dans le but d'aérer en fait les parties génitales. Vous savez, on est en Afrique. En Afrique, donc c'est un milieu tropical, mélange de chaleur et d'humidité. Donc en plus d'être dans nos vêtements, surtout les jeans, les tracas quotidiens, les déplacements, donc la chaleur, la transpiration qu'il y a entre les jambes, il faudrait utiliser des sous-vêtements qui arrivent à aérer un peu plus. Ce mélange d'humidité et de chaleur, c'est ça qui favorise la prolifération des champignons. Et c'est ces champignons-là qui sont responsables des mycoses vaginales, qui se manifestent souvent par des pertes blanches qui irritent, qui démangent. Donc, à part utiliser les sous-vêtements en coton pour aérer, moi je déconseille d'associer souvent les slips avec les collants parce que c'est beaucoup trop de chaleur. Donc, Donc, soit c'est tu l'un portes ou l'un l'autre. ou l'autre. Voilà. Si vous voyez que l'habit que vous avez porté, il faudrait un collant, mettez juste le collant. Ne mettez pas le slip, puis le collant, puis le vêtement. Si c'est, vous voyez que vous n'avez pas besoin de collant, mettez juste un slip et Ok. Alors, voilà. vous avez parlé de slips en coton, mais les slips qui peuvent aérer Oui, la partie intime. Et si oui, on mettait les slips en dentelle, est-ce que c'est oui, conseillé? oui, ça marche aussi, puisque c'est bien aéré également. D'accord. Alors, dites-moi, que ce soit en période de puberté, disons Oui, avant, pendant ou après la puberté, est-ce qu'il y a oui. une manière de faire la toilette? Il n'y a pas de manière différente. Et l'apprentissage de la toilette intime doit se faire justement depuis la période avant la puberté. C'est le rôle de la maman ou des grandes sœurs d'apprendre à leurs petites sœurs comment faire la toilette intime dès le bas âge pour avoir les bons réflexes jusqu'à l'âge adulte. Ok. On dit souvent pour faire la toilette, d'accord? Il ne faut pas partir du derrière, disons, Vers de la, l'anus vers vers la, la partie vaginale. Il faudrait partir du devant vers ou le- derrière. Pourquoi? oui, parce que quand on prend du devant vers l'arrière, nous avons le milieu urétral, je le disais tout à l'heure, c'est par là que sortent les urines. Les urines sont stériles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de microbes dans les urines. Dans les voies urinaires, il n'y a aucun microbe là, tout est stérile. Par contre, au niveau du vagin, je disais tout à l'heure qu'il y a des microbes mais qui sont bien pour le vagin, ils doivent être là pour participer au bien-être du vagin. Ces microbes-là, dès qu'ils se retrouvent ailleurs, causent des problèmes parce qu'ils ne doivent pas être là. L'anus, c'est encore pire. Il y a encore plus de De microbes microbes là. là-bas. Donc, si vous faites la toilette dans le sens inverse, c'est-à-dire de l'arrière de l'anus vers l'avant, vous risquez de ramener les microbes au niveau de l'anus, au niveau du vagin, au niveau de l'urètre et créer des problèmes. Et le plus souvent, ça crée ce qu'on appelle une infection urinaire parce qu'il y a une bactérie au niveau du tube digestif qu'on appelle le Escherichia coli. C'est une bactérie qu'on retrouve dans le tube digestif et qui ne crée pas de problème en tant que tel. Mais dès que cette bactérie-là va se retrouver au niveau des urines, ça va créer une infection urinaire à la femme.
Ok. Et elles ont rapidement ces genres d'infections urinaires à cause de la proximité de l'urètre Et et de l'anus chez la femme parce que tout est très proche. ok. D'où l'importance de bien faire sa toilette intime pour ne Intime. pas ramener ces Donc, pour microbes-là. faire la toilette intime, il faut pur et simplement utiliser de l'eau. Propre, Laver de de l'eau l'avant, propre, toujours oui, il d'accord? faut De l'eau préciser. propre, d'accord? Laver de l'avant vers l'arrière Oui, pour éviter, bon, d'abord les infections urinaires et oui, après tout type d'infection sont associés. associée. Oui, Voilà. Et alors, après un acte sexuel, oui. d'accord? Est-ce qu'il y a une particularité pour Oui. faire la toilette? Après l'acte sexuel, en même temps, il est conseillé que la femme aille dans les toilettes pour uriner. Pourquoi? Oui, parce que l'acte sexuel avec les frottements et tout ce qu'il y a eu, il y a eu contact des substances du vagin au niveau du méa urétral. Donc le fait pour elle d'uriner, ça permet de rincer en fait l'urètre et de faire partie les potentiels microbes qui auraient pu remonter, d'accord? Après avoir uriné, elle nettoie bien, fait sa toilette comme tous les jours, là, de l'avant en arrière. Bon, que l'acte soit protégé ou non, C'est supposons que c'est pareil, pas protégé, d'accord? Et oui, que elle a, disons, du sperme à l'intérieur oui, de son intimité. oui. Est-ce qu'il faudrait qu'elle essaie de faire descendre ça ou bien ça Non, descend non, naturellement? non. Le sperme, c'est composé de spermatozoïdes et de liquide séminal. Donc, après éjaculation, le sperme est déposé le plus souvent au fond du vagin. Donc, les spermatozoïdes, eux, ils s'accrochent au niveau du col, ils entrent. Donc, ce qui reste, c'est le liquide séminal qui reste. Et ce liquide séminal, il n'est pas fait pour rester dans le vagin, il va ressortir. Donc déjà, dès qu'elle va se lever avec la pesanteur, ça va couler. Et même si tout ne coule pas, le reste va s'éliminer au fil des jours avec les Mais sécrétions il y a des femmes qui physiologiques. disent que quand le sperme reste assis dans le vagin de la Ça femme, crée une mauvaise odeur. voilà. C'est une mauvaise impression. Ça, normalement, ça ne doit pas créer une mauvaise odeur. Donc, je pense que c'est une idée reçue par rapport Ok, à ça. alors dites-nous, quels sont les différents types de maladies auxquelles la femme est exposée quand elle fait mal sa toilette intime ou bien Voilà. quand elle le néglige? Voilà. Premièrement, c'est les infections urinaires dont j'ai parlé, notamment la cystite, donc une bactérie qui remonte à travers l'urètre, arrive au niveau de la vessie et irrite la vessie. Donc ça se manifeste par des envies fréquentes d'uriner. Et à la fin de la miction, c'est-à-dire après avoir uriné, des sensations de brûlure, de crampes, de douleur. Ça, c'est sûrement une infection urinaire. Si ça ne se traite pas vite, ça peut aller plus loin et donner une pyélonéphrite, c'est-à-dire le microbe remonte au niveau des reins. Ok, Ah non, des reins. ok. Parce que ça quitte la vessie, ça va au niveau des reins et crée une infection au niveau des reins. Et là, c'est beaucoup plus grave. Et si on ne fait pas vite, ça peut se compliquer d'insuffisance rénale, elle peut perdre les reins, perdre la vie, plein de choses. Ok. Voilà. Alors Au ça, niveau et de, les leucorrhées, les pètes blanches. voilà, au niveau du vagin, c'est les leucorrhées pathologiques. Attention, les leucorrhées, c'est tout ce qui sort du vagin qui n'est pas sanguin, qui n'est pas du sang. Ça, on appelle les leucorrhées. Il y a les leucorrhées physiologiques, normales. Il y a les leucorrhées pathologiques. Les leucorrhées physiologiques, c'est ce que les femmes ont tous les jours. Et ça, d'autres appellent ça perte blanche. Donc, c'est des pertes, en fait, qui sont blanchâtres, un peu comme de la crème qu'on passe sur le corps ou comme du lait. Ça ne sent pas mauvais, ça ne gratte pas, ça n'irrite pas, ça n'a pas de grumeaux, c'est comme du lait, c'est Ok. blanchâtre. Et Voilà. les leucorrhées, Les leucorrhées pathologiques, c'est lorsque ces pertes-là deviennent beaucoup épaisses, tellement épaisses comme du lait caillé, ou carrément il y a des petits grains de riz dedans, des grumeaux dedans. Lorsque ça sent mauvais, lorsque ça change de couleur, ça vire au jaune, donc ça devient jaunâtre, ça vire au vert, ça peut aller au gris. Ouais, lorsque ça change de couleur, ça c'est plus et du qu'est-ce tout qui normal. cause tout cela? Ça, c'est des infections qui le créent. Des infections dues à des parasites, à des bactéries ou à des champignons. Donc, il faudrait également avoir l'habitude de changer son dessous. Est-ce que Oui. 2 fois par jour, bien, bon, il faut le garder toute la journée. Quand tu rentres le soir, tu changes. Ce qui est conseillé, c'est de le changer au moins 2 fois par jour. Parce que toute la journée, je suppose, elle quitte la maison à 7 heures. Ou le boulot, elle va rentrer à 19 heures. Ça fait déjà 12 heures de temps. C'est déjà trop. Alors qu'on sait que les microbes, dès qu'ils restent à un endroit donné, au bout de 6 heures de temps, ils peuvent commencer à se multiplier. Donc, l'idéal serait qu'elle change de sous-vêtements toutes les 6 heures de temps, si elle le peut. Maintenant, si elle ne peut pas le faire, c'est après chaque mission au cours de la journée, c'est de bien se nettoyer. Il y a des lingettes, il y a certains qui utilisent des lingettes pour les bébés là, juste pour pouvoir bien nettoyer la zone. Le plus important, c'est d'assécher la vulve.
Ça, c'est... À chaque fois qu'on finit d'uriner. Oui, même après la toilette intime. Parce que si tu laves avec de l'eau, c'est propre, mais tu n'assèches pas. Je le disais tout à l'heure, l'association de chaleur et d'humidité, c'est ça qui favorise la prolifération des champignons. Ok. Donc, tu peux bien faire la toilette intime, mais juste parce que tu n'assèches pas à la fin, ça peut te créer des mycoses à répétition. Donc, il faut être sûr de bien assécher ça avec une Donc, serviette à propre. chaque fois qu'on finit d'uriner dans la journée, il faudrait qu'on s'arrange d'assécher les Oui, bancs. Et pour celles exactement. qui ont l'habitude de juste utiliser de l'eau et après reportent leur déchets. Ah non, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est ça qui permet la prolifération des mycoses. Alors, dites-nous, est-ce que boire assez d'eau Oui. peut permettre d'éviter tout ce qui est infection? Oui, notamment les infections urinaires. Parce que boire beaucoup d'eau, ça vous permet de beaucoup uriner. Et beaucoup uriner, ça nettoie en fait tout l'appareil urinaire. Donc ça élimine les bactéries qu'il y a. Et boire de l'eau aussi, c'est aussi bien pour l'organisme. Ça permet de vous hydrater. Donc hydratation de l'organisme veut dire hydratation du vagin. C'est toujours Est-ce que bien. la vessie a une liaison avec le vagin? Quand on prend l'appareil génital de la femme, on remonte, on quitte la vulve, on entre dans le vagin, on arrive au niveau du col de l'utérus. Après, on a le corps de l'utérus, d'accord? Les deux trompes et les ovaires. En avant de ce système-là, d'accord, nous avons l'urètre. Donc, l'urètre est en contact avec la paroi antérieure du vagin. Et nous avons le col vésical, pardon, c'est-à-dire l'union entre l'urètre et la vessie. Et après, nous avons la vessie elle-même. Donc, la vessie elle-même, elle est en contact, une partie de la vessie est en contact avec la paroi antérieure du vagin. Ce qui fait qu'on a des fistules physico-vaginales, c'est-à-dire des communications anormales entre la vessie et le vagin chez certaines femmes qui viennent d'accoucher. Okay. Parce que si l'accouchement a été difficile, dystocique, traumatique, ou que la tête du bébé a un peu trop appuyé sur la paroi antérieure du vagin, il y a une nécrose, c'est-à-dire la partie là meurt. Okay. Donc, lorsque ça pourrit, il y a une communication entre le vagin et la vessie, ce qui fait que les urines coulent vers la vessie. Donc, effectivement, le vagin est en contact avec la paroi du vagin, de la vessie. D'accord, il faudrait faire attention, oui. Que ce soit lors de l'accouchement, mais parfois même lors des actes sexuels. Exactement, parce que les rapports sexuels dits balistiques, c'est-à-dire vraiment violents, peuvent créer des lésions, des traumatismes, des déchirures. Bon, plus rarement au niveau de la paroi intérieure, mais c'est surtout au niveau du dôme vaginal, c'est-à-dire là où se termine le vagin au fond, et créer des déchirures. Et c'est des déchirures qui saignent beaucoup, abondamment. Et si on ne fait pas vite, la dame peut mourir parce qu'elle aurait perdu énormément de sang. Elle peut prendre pour des règles? C'est différent? Non, c'est différent parce que là, ça va sortir avec des caillots, il y aura la douleur, donc c'est après les rapports sexuels, non. D'accord. Un dernier mot. Bon. Un mot de fin. Le mot de fin, c'est les conseils aux femmes sur comment elles vont faire vraiment leur toilette. Voilà. Pour faire la toilette intime, donc elle doit se faire au moins 2 fois par jour minimum, le matin et le soir avant de dormir. Dans la journée, si vous pouvez le faire, c'est super, mais c'est minimum 2 fois par jour. Il faut le faire avec de l'eau propre, donc de l'eau du robinet de préférence, mais propre, et elle doit se faire d'avant en arrière. C'est-à-dire, vous nettoyez la vulve en quittant le mont de Vénus, là où il y a les poils qui poussent. Ensuite, vous descendez au niveau du clitoris. Vous nettoyez les petites lèvres, les grandes lèvres, l'espace entre les petites et les grandes lèvres. Vous nettoyez juste l'entrée du vagin. Il n'est pas autorisé de mettre le doigt dans le vagin. Ensuite, vous nettoyez l'espace situé entre le vagin et l'anus. Et vous finissez par nettoyer l'anus. Ensuite, vous lavez bien les mains. Vous prenez une serviette bien propre et bien sèche, bien sûr. Et vous asséchez correctement toute la vulve. Et c'est bon. Ok. Merci à vous, docteur Vanessa Ressou. Oui. Vous êtes gynécologue obstétricienne. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et comme conseil, je voudrais dire, à part la toilette intime, qu'il est important de consulter son gynécologue au moins une fois par an, même si tout va bien. Parce qu'en allant systématiquement faire une consultation, lui pourra vous examiner pour détecter au plus tôt des anomalies au lieu de laisser les choses se dégénérer. Je le dis surtout dans le cadre du dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus.
Au moins en allant le voir, lui, il va examiner systématiquement vos seins et s'il y a une anomalie, il pourra remarquer et en même temps, on va anticiper. Et au niveau du col, ne serait-ce qu'en mettant le spéculum, s'il y a une anomalie déjà visible à l'œil nu, on pourra déjà anticiper par rapport à ça. Merci à vous, docteur. Je vous en prie. Merci à vous, chers internautes. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez bien retenu les conseils de notre gynécologue. Je vous dis merci encore de nous avoir suivis. Alors, pour toutes vos annonces et autres, vous pouvez contacter le service commercial au 97 25 62 21. Je dis le 97 25 62 21. Encore merci et à la prochaine pour un autre numéro de votre émission BS Santé.